Steven. Bonjour et bienvenue dans les Cousins font leur cinéma, et aujourd'hui on vous parle enfin de Ready Player One, réalisé donc par Steven Spielberg, adapté du roman Ready Player One, écrit donc par Ernest Cline, sorti en 2011 aux États-Unis. Ready Player One, ça commence en 2045 dans le futur. C'est l'histoire d'un gamin de 17 ans, un gamer de dingue qui se réfugie chaque jour dans l'Oasis. Alors l'Oasis, c'est un système de jeu, mais pas que, parce que c'est un système de jeu en ligne où on se crée des avatars, où on fait du MMORPG, on joue en ligne, on peut chatter, on peut regarder des films, on peut faire énormément de choses. C'est un monde ouvert total, donc tout le monde évidemment se réfugie là-dedans. Et il s'avère que l'unique fournisseur d'internet aux États-Unis va vouloir évidemment mettre la main sur cette poule aux œufs d'or, on va dire, et monétiser ce système qui jusqu'à présent était gratuit. Et parallèlement à ça, le créateur de l'Oasis, James Halliday, lui a laissé un héritage, c'est-à-dire qu'en gros, il faut récupérer 3 clés dissimulées dans le jeu pour gagner des milliards de dollars. Toute sa fortune, quoi. Enfin, toute la fortune du créateur de jeu, qui est évidemment richissime. Donc ça va être la lutte, en fait, entre ce jeune homme et la corporation qui veut s'emparer de tout ça. Et surtout de récupérer le contrôle de l'Oasis. Donc Steven Spielberg, pour faire l'adaptation de ce roman, a fait appel à un scénariste qui s'appelle Zak Penn. Zak Penn qui s'était illustré sur pas mal de films de super-héros. Il avait participé un peu à l'écriture des Avengers. Il avait aussi scénarisé le Hulk de 2008. Je crois aussi X-Men, le X-Men de 2006 de Brett Ratner, il avait travaillé dessus. Et il avait aussi travaillé sur l'histoire de Last Action Hero, le film de John McTiernan, bien évidemment. À la vue des trailers, des bandes annonces, on a entendu plein de gens redouter que le film ne soit qu'une déferlante de CGI, une bouillie numérique, et surtout que le film ne fasse que surfer sur la nostalgie de la pop culture des années 80 et ne soit qu'un énorme gros clin d'œil à tout ça, à toutes ces références-là. Monumentale erreur. Exactement, Jack Slater, numéro 4. À la sortie de la Projo, toutes ces craintes se sont complètement volatilisées. C'est pas du tout un film qui surfe sur la nostalgie des années 80, c'est un film moderne, c'est un film futuriste, ne serait-ce que déjà par la mise en scène. Alors oui, il y a évidemment les références à la pop culture des années 80, et même des années 90, et même, j'ai envie de te dire, même antérieures aux années 80. Et j'y reviendrai plus tard dans les spoilers. Oui, d'ailleurs, avant de commencer, ne vous inquiétez pas, on ne va rien spoiler dans cette première partie de vidéo. Vous êtes en sécurité avec les cousins, vous inquiétez pas. On vous préviendra quand on attaquera les spoilers. Ça sera probablement en milieu de vidéo, on verra. Bon, alors voilà, moi je vais attaquer tout de suite. Pour moi, Ready Player One enterre toute la concurrence en termes de blockbuster, et ça dès les 20 premières minutes du film. Tout simplement parce que tous les autres blockbusters qu'on a vus récemment, à savoir les films Marvel, les films de super-héros, même DC, tout ce que tu veux, tout ce que vous voulez, sont d'une telle banalité, sont tellement fades à côté de la virtuosité de la mise en scène de Steven Spielberg. Ah bah là, non mais c'est plat quoi. C'est plat voilà. À côté quoi. Je veux dire, oh là là, c'est plan-plan limite. J'ai envie de se dire. Non mais oui, c'est plan-plan. Classique, c'est voilà quoi. Mais voilà, je veux dire, à 71 ans, Spielberg, il met tout le monde à l'amende. Spielberg, il y croit, il y a une âme dans ses films, il y a toujours une âme de toute façon. On est dans une mise en scène super moderne. Spielberg s'empare des dernières nouvelles technologies pour nous transposer, mais alors comme jamais, dans un univers virtuel. Et c'est ça aussi que je craignais, moi, quand je voyais les bandes annonces. Je me disais, est-ce qu'on va y croire? Est-ce qu'on va être impliqué dans son univers virtuel, donc qui est un univers fake, quoi, tu vois? Est-ce qu'on va être à fond dedans? Et alors, oui, totalement. Ah, totalement. Tout le monde peut aller se rhabiller en termes de spectacle, en termes de blockbuster. C'est-à-dire qu'à mon avis, je sais pas si on verra mieux cette année, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ça commence par une scène d'action, genre, j'ai pas compris, quoi. Mais attends, mais une mise en scène, mais genre... Non mais voilà. Tu dis, mais c'est pas possible. Le mec, quand même, a 71 ans, quoi. Et d'ailleurs, je perdais espoir depuis quelques années de voir quelque chose, de voir du blockbuster qui m'impressionnerait en termes d'effets numériques, en termes de CGI, en termes de création d'univers virtuel. Et franchement, je ne me suis pas pris une aussi grosse claque depuis Avatar. Alors, attention, ce n'est pas le meilleur film depuis Avatar. Non, c'est pas ce que je dis. Mais en termes de spectacle, en termes de blockbuster, c'est le film le plus impressionnant que j'ai vu depuis Avatar. Où le film a réussi à me faire croire à l'incroyable, à me faire croire à cet univers virtuel. J'ai juste envie d'aborder toute la dimension vidéoludique du film. C'est-à-dire que jusqu'ici, toutes les adaptations de jeux vidéo ont été pratiquement décevantes, à savoir Warcraft, Tomb Raider, Resident Evil, etc. Avec Ready Player One, Spielberg il vient de réaliser
peut-être la meilleure transposition d'un jeu vidéo à l'écran. Il n'a pas adapté un jeu vidéo à proprement parler, mais il a réussi à adapter la quintessence de ce qu'est un jeu vidéo. Et sur cet aspect-là, c'est une réussite totale. On est sorti globalement emballé, même si moi j'aurais quelques petits reproches à faire sur le film qui n'est pas totalement parfait, même si ça reste un très très bon divertissement. Mais il y a quand même quelques trucs à dire. Moi j'ai quand même quelques trucs à dire sur les persos et peut-être aussi un petit peu sur le casting et tout ça. C'est le retour de Spielberg. C'est vrai qu'on peut dire ça comme ça. C'est un peu le retour de Spielberg au film d'aventure qu'il avait un peu laissé de côté, mais pas le film d'aventure façon Minority Report, quoi. C'est le film d'aventure façon production Amblin, quoi. Voilà, avec tout ce que ça contient comme Goonies, comme légèreté, c'est-à-dire comme que légèreté. Voilà, c'est ce qu'on se disait à la sortie du film, c'est-à-dire que c'est moins impactant émotionnellement qu'un Avatar, oui, ou qu'un Star Wars, ou qu'un Seigneur des Anneaux. C'est pas ça qu'il a de façon tenté de faire, Steven Spielberg. Il a déjà adapté ce roman. Je veux dire, à la base, ce roman, ça n'a pas la même portée émotionnelle que des Star Wars, des Seigneurs des Anneaux. Ça reste une aventure cool, fun. Et je trouve que moi, personnellement, il a transcendé le livre parce que, justement, il a évité de se noyer dans toutes les références. C'est-à-dire que les références à la pop culture, elles sont là, mais ça apparaît plus comme des bonus. Il n'insiste pas là-dessus. Et c'est très révélateur avec, par exemple, la DeLorean, où il aurait pu se laisser aller à, si tu veux, faire une mise en scène où il magnifie comme ça la DeLorean, où il aurait fait un travelling circulaire autour de la DeLorean avec la musique d'Alan Silvestri, surtout que Alan Silvestri a pris la place de John Williams pour faire la musique. Mais tu vois, alors que finalement, il nous montre la DeLorean, elle est là. Il n'y a pas, si tu veux, cette scène où il aurait pu faire genre, oh, regardez la DeLorean de Retour vers le futur. C'est-à-dire que oui, tu kiffes de voir la DeLorean, mais mais au bout de 5 minutes, j'ai oublié que c'était presque la DeLorean parce que ce qu'il te dit, c'est ce qui est important, c'est celui qui conduit la DeLorean. Ouais. C'est le personnage. Et le film n'oublie jamais d'être vraiment focus sur ces personnages. Ouais. Par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce qu'il a transcendé le bouquin ou pas, moi, je trouve qu'à certains moments, oui, et à d'autres moments, non. Alors, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il évite de se noyer, comme Ernest Cline, dans toutes ces références de pop culture qu'on adore. Mais je trouve que dans le roman, il s'y noie trop. Peut-être un peu au détriment de l'histoire. Par contre, je trouve que là où, pour moi, ça aurait pu... Il aurait peut-être pu finalement respecter un peu plus le livre, notamment par rapport à des trucs qu'on dira après, mais des concepts géniaux du livre, qu'on va dire, que lui a préféré enlever pour mettre autre chose. Alors, même si il le met à certains moments, mais pour moi, pas assez. Moi, j'en attendais peut-être un peu plus, même sur le fond, voilà. Mais ça reste, ça reste énorme, parce que la base aussi est très très bonne. Hein. Là où moi, je trouve que Spielberg transcende le livre, c'est qu'il apporte un point de vue supplémentaire par rapport au livre, on va pas révéler tout de suite, mais il apporte son point de vue. Spielberg, d'auteur, sa réflexion sur justement tout cet héritage de la pop culture des années 80. Il porte un regard sur notre génération connectée à tout ce monde virtuel. Et c'est ça qui est génial dans Ready Player One, c'est qu'il y a justement ce message-là. Qu'il n'y avait pas dans le livre. Et qu'il n'y avait pas dans le livre. Ce n'est pas juste une célébration de la pop culture et des réseaux sociaux. Et des réseaux sociaux. Ça surtout. Et du monde virtuel dans lequel on vit et tout ça. Non, il y a un véritable message lucide, intelligent, Spielbergien. Oui, Ready Player One représente un petit peu, on va pas dire la quintessence du cinéma de Spielberg, mais un peu quand même. Mais moi, je refuse de dire que ça se résume qu'à ça. Et comme si on allait dans l'idée que, comme on a pu lire, que c'est un film testamentaire. Ouais. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette idée, parce que film testamentaire, ça voudrait dire que la filmographie de Steven Spielberg se résume à des courses de voitures, à des films du blockbuster, à des films de science-fiction. Et quand on regarde un petit peu toute sa filmo, non, ça se résume pas à ça. Donc non, je ne pense pas que ce soit un film testamentaire. Moi, je pense sincèrement que Spielberg, il a lu le livre, qu'il a aimé l'histoire, il a aimé ce qu'il pouvait en dire, justement, par rapport au fond de l'histoire, par rapport à l'avertissement qu'il pouvait mettre sur les réseaux sociaux et sur notre génération et sur le regard qu'on porte sur la pop culture, mais ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, je ne crois pas que lui-même se soit mis dans la peau du mec qui va faire un testament en disant « Regardez ce que je vous ai légué ». Il nous a pas légué que ça, Spielberg, attention, faut peut-être pas... Oui, c'est réducteur, comme tu dis. C'est hyper réducteur, je trouve, quand certains
journalistes disent oui. ouais, c'est un film testamentaire. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que pour en revenir sur le personnage du créateur, attention, spoiler, ça, là, bon, alors attention. Y aller, bon, allez, là, on va spoiler. Donc, attention, si vous ne l'avez pas vu, et je pense que vous êtes nombreux puisque le film n'est pas encore sorti. Voilà. Donc, vous reviendrez à la limite pour revoir la suite. Mais vas-y, c'est parti pour les spoilers. Moi, je trouve, juste pour continuer sur cette idée-là, je trouve que finalement, le créateur, c'est plus pour moi Ernest Cline, en fait. Et moi, je le vois pas comme Steven Spielberg, le créateur. Moi, c'est plus Ernest Cline, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec qui a créé tout ce monde-là et qui te dit, en gros, ouais, je crée tout ce monde, mais il faudrait peut-être pas que je passe non plus à côté de ma vie. Il y a au milieu du film une scène qui est juste extraordinaire. Est-ce que c'est pas la meilleure scène du film ? Est-ce que c'est pas la meilleure scène du film ? C'est peut-être moi. Pour moi, j'ai 4 scènes qui m'ont marqué, mais celle-là en fait partie. C'est la fameuse scène où les personnages se retrouvent carrément dans le film de Shining de Stanley Kubrick. Et alors ça, c'est juste incroyable. J'ai jamais vu un truc pareil. Il y a une espèce de mise en abîme du spectateur où en fait on est dans un monde virtuel, mais dans ce monde virtuel là on rentre dans un autre monde qui est celui de Shining et c'est vertigineux quoi. Enfin comment c'est retranscrit, comment c'est refait. On a l'impression de rentrer dans le film quoi. Et c'est marrant que le scénariste ait bossé sur Last Action Hero parce que finalement on retrouve cet aspect-là de rentrer dans le film. Mais alors là, on rentre dans le film complètement. Et c'est dommage, le film, nous on l'a vu en 2D. Je pense qu'en 3D, ça aurait été encore plus fou de se retrouver dans Shining quoi. Et alors là, pour le coup, dans cette scène qui est mémorable parce que la façon dont il te fait rentrer dans le film. Alors il faut voir que ça, c'est une idée vraiment du livre. C'est-à-dire que dans le livre, il rentre dans 3 films. Il rentre dans Blade Runner, dans la Tyrell Corporation. Il rentre dans les Monty Python. Et il rentre dans Wargame. Et en plus, il doit réciter des répliques de films pour gagner. Bon, ça, ce que Spielberg a enlevé. Mais il a pris autre chose comme film. Évidemment, il a pris Shining parce que, Kubrick, il y a peut-être aussi un côté, comme le film est produit par la Warner, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça aussi ? Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que Kubrick, c'était l'ami de Spielberg, c'était un peu son maître, quoi. Et puis d'ailleurs, je crois que Shining, c'est l'un de ses films préférés. Et alors, ce qui est génial, c'est que surtout, alors moi, ce qui m'a vachement étonné, vu que nous, c'est vrai que souvent, comme vous l'aurez remarqué, on critique beaucoup l'humour dans les Marvel et dans les DC Comics et dans les machins. Et là, l'humour, il fonctionne totalement. Notamment lors de cette scène où t'as un des potes du héros qui se retrouve face aux 2 sœurs de Shining. Et la confrontation est énorme, l'opposition, quoi. C'est-à-dire que le mec se retrouve là et tout est basé, en fait, là, il a fait vraiment une séquence en même temps effrayante, impressionnante et humoristique. Et là, pour le coup, c'est vraiment drôle. C'est pas de la vanne pour de la vanne, tu sais, sur les méchants, machin. C'est vraiment... l'humour sert le propos, sert la scène, et c'est juste génialissime, quoi. Et c'est fait d'une manière... Mais attends, c'est-à-dire que toi-même, t'as l'impression de te retrouver dans Shining, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Parce que tu n'as pas les protagonistes, donc tu n'as pas Jack Nicholson et tu n'as pas tout ça, et en fait, il te met vraiment à la place. Tu as juste l'environnement. Et même gigantesque. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a une virtuosité incroyable de sa mise en scène où il s'empare de toute cette mythologie du film de Shining et il nous en fait un énorme parc d'attractions. Juste pour finir sur cette idée-là, alors c'est là où j'aurais voulu, moi, personnellement, que peut-être qu'il respecte un peu plus le livre, puisque dans le livre, alors c'est pas Shining, hein, c'est comme je disais les exemples avant, mais c'est vrai que dans le livre, on se sert de ce concept de scène pour résoudre l'intrigue de l'histoire. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est carrément toute l'intrigue finale qui rentre dans 2-3 films et que tout, tu sais, ils passent d'un film à l'autre ou qu'ils doivent réciter des répliques de films, comme il fait dans le livre d'ailleurs. Et c'est ça que j'aurais aimé. Bon, qu'il n'y a pas. Là, pour moi, c'est un petit plus pour le bouquin. Il y a vraiment, moi, je pense, 4 scènes qui m'ont énormément marqué. Il y a donc la première scène de course-poursuite, comme j'ai jamais vu de ma vie. Voilà, j'ai jamais vu ça au cinéma. Une scène de course-poursuite aussi dantesque que ça, jamais vu au cinéma. La deuxième scène que j'ai adorée, c'est la scène de la boîte de nuit où il danse. Alors là, j'ai cru que j'étais dans un rêve éveillé tellement c'était. Oui, parce qu'il fallait le faire parce que si tu veux, dans le bouquin de Cline, c'est-à-dire que c'est hyper bien. D'ailleurs, c'est bien montré, mais ça se passe pas comme ça exactement. C'est-à-dire qu'il y a cette histoire d'amour. Où les deux vont se kiffer virtuellement. Et ça dans le bouquin tu le ressens bien, mais sauf que tu avais du mal à l'imaginer. Et Spielberg en fait nous le montre, mais d'une manière avec la musique de Saturday Night Fever, et avec une espèce de tension presque, avec une tension sexuelle dans cette scène qu'il arrive super bien à retranscrire. Et c'est génial. Et puis la caméra qui vole partout. Enfin, t'as l'impression d'être vraiment dans un rêve éveillé. Ça faisait longtemps que j'avais pas
autant rêver devant un film au cinéma, quoi, et d'être devenu presque un gosse, quoi. Et donc après, la troisième scène, donc évidemment, c'est la scène de Shining, et la quatrième, c'est la bataille finale épique, où là, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Oui, bon, c'est une sorte de Seigneur des Anneaux, un petit peu une bataille de Seigneur des Anneaux un peu plus raccourcie quand même. Oui. Mais voilà, mais avec ce qui est génial, c'est que là, il se resserre de tous les personnages de la pop culture. T'as du Gundam, t'as du Halo, t'as du Perfect Dark, t'as tous les icônes de gamers, parce que faut quand même rappeler que Spielberg c'est un gros gamer. Il a développé un jeu pour la Wii, il en est même arrivé là, quoi, je veux dire, et ça a toujours été depuis longtemps, longtemps, il a commencé au début des années 80 à jouer aux jeux vidéo. Exactement, et je pense que là-dessus, on peut lui mettre ce crédit il a voulu faire ce film aussi parce que c'est un gamer et parce que juste ça le fait kiffer, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, voilà. Oui, mais surtout aussi, alors c'est ce que je voulais dire, mais en apportant quand même un regard sur notre culture, sur notre génération, et ça, il le fait donc dans la dernière partie du film où le personnage de James Hallyday finalement apparaît comme quelqu'un qui est passé un peu à côté de sa vie, c'est-à-dire que oui, il a créé cet univers incroyable qui est l'Oasis, mais est-ce qu'il ne s'est pas trop enfermé dans toutes ses références, dans tout ce qu'il aimait, finalement, dans toute cette pop culture dans laquelle nous aussi, notre génération, on s'enferme aussi un petit peu des fois. Complètement. Et on s'enferme aussi dans ce monde virtuel qui est le nôtre. Ouais, mais alors je tiens à dire aussi un truc par rapport à ça, c'est que la vraie vie, oui, c'est cool et il te la rend cool parce que le héros réussit ce qu'il réussit. Parce qu'il faut quand même voir qu'au début, toi, tu te projettes dans cette société dystopique. C'est quand même super glauque. Donc, toi, moi, je me mets à la place du héros. Oui. Si tu veux, si j'avais la possibilité de me réfugier dans ce monde-là et que je vivais dans des maisons empilées, tu sais, comme ils vivent au début, je veux dire, voilà, dans des maisons empilées dans un futur dégueu, j'aurais envie de me mettre dans l'Oasis 24 heures sur 24, quoi. Oui, mais alors moi, la question que je te pose, c'est est-ce que ce monde-là futuriste qui nous décrit serait le même si les gens n'étaient pas autant dans un monde virtuel ? C'est-à-dire que est-ce que ce monde-là n'est pas devenu tel qu'il est parce que les gens se sont enfermés dans ce monde virtuel et ont cessé d'être dans le monde réel, donc ils l'ont laissé à l'abandon. Et c'est peut-être pour ça, c'est ça que moi j'ai compris aussi un petit peu dans le film, quoi. C'est la question, c'est la question que ça pose. Voilà, c'est que c'est très bien de créer des univers virtuels, mais créons aussi notre univers dans la réalité. Bien sûr. Faisons attention à lui. Et ce que j'ai vraiment aussi adoré dans son adaptation de Ready Player One, c'est que le film n'est pas juste une course pour trouver un œuf. C'est pas tant ça, c'est aussi une quête pour finalement comprendre la psyché du créateur de l'Oasis et de comprendre d'où il vient. Et c'est pour ça que Spielberg fait beaucoup de références à Citizen Kane dans son film. Et même en termes de structure, finalement, parce qu'on parle pas mal dans le film de Rosebud, tu vois. Il y a ce mot qui revient souvent, Rosebud et tout ça. Et donc, il y a quand même cette structure à la Citizen Kane dans Ready Player One, où finalement, le héros, à travers toute cette quête, mène son enquête pour comprendre la psyché de ce créateur un peu démiurge, un peu comme Citizen Kane, quoi, et de comprendre qui il était vraiment. Et à la fin du film, on voit que c'est finalement une personne très triste, très seule, et qui est passée à côté de sa vie parce que trop enfermée dans son univers virtuel. Et c'est ce que Spielberg veut nous dire à la fin du film. Il nous parle à nous, à notre génération, qui sommes complètement connectés à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce que vous voulez. Et là, tu as tonton Spielberg, tel un bon père de famille qui, à la fin du film, te met la main sur l'épaule et te dit hey, c'est très sympa les jeux vidéo, mais calme la sauce un peu. Là, il y a la vraie vie, et c'est plus important. Et ce qui est plutôt malin, en fait, dans la structure du film, justement, c'est que il part de tout ça, c'est-à-dire qu'il nous enrobe, il nous amène, il nous dit « Allez, venez dans ce monde, venez dans le monde que vous voulez voir, le rétro gaming, les machins que vous avez aimés, venez, je vous appâte, pour mieux vous balancer mon message à la fin. » C'est là où c'est très malin, c'est très fort. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que le film, il est traversé par une dichotomie où Spielberg, finalement, jongle avec deux idées un petit peu antinomiques entre le virtuel et le réel. Alors, au rayon, moi, des petits reproches que j'aurais à faire sur le film, parce que le film n'est pas parfait, moi, il y a deux choses. Sur le méchant, qui est très bien, Ben Mendelsohn, moi j'ai vraiment aimé son interprétation du méchant. Moi, c'est juste le sidekick du méchant quand il est dans l'Oasis, que des fois, je me suis dit,
Bon, est-ce que Spielberg, il a pas envie de faire un peu de l'humour, là, tu sais, cet humour à la mode où il faut casser les méchants, quoi. Où il faut dire qu'ils sont un peu ridicules. Alors, pas forcément sur le méchant même, mais sur son sidekick. Et j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, bon, ça, c'est des trucs qui peuvent me faire un peu sortir du film et c'est chiant. Et j'ai l'impression de me retrouver dans des films des blockbusters que je déteste. Et d'autre part, et j'ai pas trouvé... Alors, les acteurs jouent bien, hein, je veux dire, c'est pas ça, mais je les ai pas trouvés méga... moi je les ai trouvés attachants. Hein. Ouais, alors, moi j'ai plus aimé la fille à la limite. Ouais. Je trouvais que je joue mieux que le mec. Moi j'ai pas trouvé que le personnage, je trouve qu'il y a un tout petit problème d'écriture sur les personnages, mais attention, qu'il y avait dans le livre, il y avait ce problème d'écriture et un petit manque d'émotion pour moi. J'aurais voulu un peu plus peu plus d'émotion parce que je pense qu'il pouvait pousser et ça m'a un peu manqué. Voilà. Alors moi, les petits reproches que j'ai à faire au film, ils étaient déjà un petit peu dans le livre, c'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait quand même quelquefois quelques petites facilités pour, si tu veux, surmonter certaines péripéties, pour résoudre des problèmes, résoudre des choses. C'était vraiment inhérent au livre. Et Spielberg finalement n'a pas tellement réussi, je trouve, à s'éloigner de ça. Alors attention, Ready Player One, il faut pas le prendre comme un film comme Star Wars, si tu veux, ou comme un Seigneur des Anneaux. Ça reste du divertissement cool, léger, parce que quand tu ouvres ton film avec une musique de Van Halen, tu sais que tu vas être dans un film avec un ton un petit peu plus cool, quoi, un petit peu plus léger, tu vois, mais c'est pas pour ça que ça en fait un moins bon film, tu vois, on est dans une aventure fun, mais comme on pouvait l'être dans les films des années 80 avec les Goonies, ou même, tu vois, si je devais reprendre un autre film d'aventure plus léger que, on va dire, Indiana Jones, je pourrais penser à La Poursuite du Diamant Vert, qui est quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus fun. Oui, voilà, qui est beaucoup plus cool. Mais qui est mortel quand même. Alors on est dans du fun, oui, et en même temps, mais là pour le coup, je trouve vraiment, alors c'est peut-être un parti pris, c'est totalement subjectif, mais pour moi c'est du fun de qualité, quoi. C'est-à-dire qu'on est, juste ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas contre le fun, on n'est pas contre, on va pas toujours voir des trucs super profonds et tout, mais juste que ce soit avec un message quand même assez intéressant, pas de la vanne pour la vanne tout le temps, pas, tu vois, voilà, c'est ça. Et pas briser systématiquement le quatrième mur, ce que fait la plupart des films Marvel. Et du coup, moi, c'est pour ça, moi, je sors. Ça nous fait sortir tout le temps. Ça nous fait sortir du film. Bon, la musique de la Sylvestri, elle est sympa. Moi, j'aurais préféré du John Williams dessus, c'est clair, mais à la limite, elle est bien, ça fait le taf, ça fait le boulot. Puis, ça rappelle, et puis il y a des petits thèmes comme ça, hop, des fois, t'entends un petit thème de Retour vers le futur, comme ça, hop, qui passe, hop. Donc, c'est plutôt sympa. Bon, alors, comment le film, il a été reçu par la presse, les spectateurs du monde entier? Alors, écoutez, sur IMDb, pour l'instant, le film, il a une moyenne de 8. Le film n'est pas sorti encore ni aux États-Unis ni en France, nulle part, au moment où on fait la critique. Mais bon, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu, notamment à Austin quand il y a eu la première projection. Mais en tout cas, bon, voilà, pour l'instant, il a une moyenne de 8. Donc, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tellement s'y fier parce qu'il y a très très peu de votes. Sur Allociné, il n'y a toujours aucune critique puisque voilà, le film n'est pas encore sorti. Mais moi, je ne sais pas pourquoi je lui prévois une moyenne de 3,8. Voilà. En presse. En presse. On verra si je me gourre, mais je sais pas pourquoi je vois 3,8. Et sur Rotten Tomatoes, pour l'instant, le film il a une moyenne de 79%. Voilà, c'est-à-dire 20% de moins que Black Panther. Voilà, juste ça. Oui, Black Panther qui a 97. Non, mais c'est pour ça que j'hallucine. Moi, j'en préfère en rire maintenant. Oui, ça me fait rire. Voilà. Alors, moi, sur les notes, j'attaque la note, je lui mettrai. J'ai hésité entre le 3,5 et le 4, mais je vais lui mettre 4. Parce que, en y repensant, il vieillit bien, voilà. Il vieillit mieux que quand je suis sorti, tu vois, quand je suis sorti de la projo, j'étais, mais oh là là. Et en fait, en y repensant, je me dis, non, quand même, il y avait ça. Et c'est pour ça que je lui mettrais 4. Je peux pas lui mettre plus du fait que, pour moi, petit problème d'écriture sur les persos, manque un peu d'émotion là où il aurait pu y aller, et certaines idées mieux pour moi dans le livre, et voilà. Bon, moi, évidemment, je me suis pris une claque intergalactique devant ce film. C'est peut-être le blockbuster qui m'a le plus impressionné depuis Avatar. Oserais-je même dire que peut-être que Ready Player One est meilleur qu'Avatar? Non, je plaisante. Je vais me décomposer. Il va se décomposer. Non, mais en tout cas, en termes de spectacle, en termes de blockbuster, c'est ce que j'ai vu de plus grandiose, de plus virtuose, quoi, en termes de mise en scène, quoi. J'étais à fond dans l'Oasis, j'y ai cru, j'ai vibré pour les personnages. C'est un film de science-fiction qui a un vrai point de vue sur notre société actuelle, aujourd'hui, sur notre génération. C'est un film lucide, c'est un film intelligent. C'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, c'est un
grand film de science-fiction, c'est un très bon Spielberg. Voilà, c'est pour ça que pour moi, Ready Player One, c'est 4,5. Boum. Alors moi, juste en petite recommandation, tout simplement, je vous dirais de lire ça, voilà. De lire le livre de Ernest Cline quand même, avant, après, aller voir le film, c'est un bon complément. Et franchement, c'est 600 pages, vous allez les voir, mais alors vous allez même pas les voir défiler. Ça se lit comme ça, voilà, on rentre vraiment dans l'univers, on est complètement plongé dedans, c'est super. Si vous avez vu le film, franchement, lisez le bouquin, il est vraiment très très bon. Moi, je le relirai avec plaisir, quoi, franchement. Ouais. Alors, avant de vous quitter, on voulait juste remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus sur notre page Tipeee. Et donc, je vais te laisser dire le nom de toutes ces personnes. Alors, attention, il y a Charlie P, Johan, Matt B51, Jules, Silver, Cédric, Richard, Philippe S, et Clarisse. Voilà, vous pouvez aller visiter notre page Tipeee, je mettrai le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire ce que vous avez pensé du film, est-ce que vous êtes d'accord avec nous. Nous, on revient, je ne sais pas quand, je ne sais pas pour quel film, on verra, on va en discuter. D'ici là, au revoir.